Arlette Agassi, je suis très touchée de t'accueillir dans mon espace d'amour et de bienveillance pour partager ton témoignage bouleversant parce que tu es une amie chère à mon cœur, parce que tu viens de perdre ta fille qui s'est suicidée il y a quelques jours. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a généré en toi comme prise de conscience et comme message que tu souhaites partager au grand public? Je vais peut-être commencer par dire 2 mots sur Silane, cet être que j'ai mis au monde il y a 24 ans et qui m'a très rapidement interpellée par la pureté de son innocence, de sa candeur. Et j'ai accompagné des centaines d'enfants avec mes chevaux, donc j'ai baigné dans la candeur des enfants depuis toujours. Mais Silane, je percevais très très tôt dans son existence qu'elle avait une sorte de pureté que j'avais jamais rencontrée avant. Et en même temps, cette pureté, forcément, elle faisait partie d'une hypersensibilité à tout, en fait. Et donc j'étais une maman de ces enfants qu'on appelle aujourd'hui hypersensibles. Et cet être, il a eu déjà un destin très exigeant. Elle a perdu son papa quand elle avait 11 ans. Son père de cœur l'a abandonnée à l'âge de 12 ans. Et ensuite, elle a une vie très difficile aussi, où j'ai dû partir quelques mois. Et quand sa vie a basculé à 12 ans, avec cet abandon, ce qui était difficile pour Silane, c'est de transmuter cette douleur. Parce qu'en tant qu'hypersensible, après avoir perdu son père, après avoir transféré son amour complet et donné son cœur à son beau-père, elle n'a pas réussi à transmuter la douleur. Et donc, en n'arrivant pas à transmuter la douleur, forcément, son adolescence a été compliquée parce qu'elle est partie dans le syndrome de vide affectif. Et puis, elle a commencé à avoir des rencontres qui n'étaient pas les bonnes. Et en tant qu'hypersensible, déjà à 14 ans et demi, on lui avait mis une drogue dans un verre d'alcool et puis elle s'est retrouvée à se réveiller le lendemain matin. Donc tu vois, c'est déjà une personne qui a eu un destin assez exigeant. Et Luna veut jouer, voilà. On s'excuse, mais il y a ma petite chienne pleine de vie qui veut faire la faux folle, donc vous vous inquiéterez pas si vous entendez un petit peu ma Luna faire du bruit à côté. Et donc voilà, après arrive le Covid. Je fais un peu des raccourcis, mais je veux parler des grandes étapes qui ont été extrêmement traumatisantes pour Silane. Donc il y a eu le Covid avec le... Comment on appelle ça quand ils nous ont enfermés là, le confinement. Le confinement, qu'elle a extrêmement mal vécu. Elle m'a dit à cette époque, mais maman, ils nous ont volé notre jeunesse. Et elle ne comprenait pas ce monde, Silane, depuis toujours. Elle était très maladroite, elle ne comprenait pas ce monde. Alors elle observait, puis elle se suradaptait pour pouvoir s'intégrer. Et puis ensuite, à Noël 2020, elle a fumé un joint avec des amis, alors que c'est pas sa nature, elle n'est pas toxicomane, mais de nouveau, tu vois, pour se suradapter avec des amis qu'elle aime, elle fait comme tout le monde. Sauf qu'une hypersensible, tu fais comme tout le monde, tu pars, tu vois. Donc elle est partie dans une bouffée délirante. Et j'ai dû l'accompagner en psychiatrie parce que j'ai pas réussi à la ramener. Et là, son calvaire a commencé.
parce qu'être internée le jour de Noël pendant le Covid, elle a vécu une maltraitance complètement, presque inhumaine, je dirais, pour un être hypersensible. Ils l'ont enfermée alors qu'elle est claustrophobe pendant 10 jours. Elle a cru qu'elle allait mourir. Ils n'ont pas regardé à qui ils avaient affaire. Tu sais, les psychiatres, ils sont dans des diagnostics. Il y a des cases. Ils mettent les gens dans des cases. Et puis après, ils ont des protocoles avec des molécules, avec des dosages. Et puis clac, 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 clac. Mais ils ne voient pas à qui ils ont affaire, tu vois. Et donc, elle qui n'avait jamais eu de médicaments, parce que je l'ai toujours soignée par l'homéopathie, par les médecines naturelles, ben évidemment, c'était un scud dans sa tête, quoi. Et là, elle a commencé à vivre l'enfer en psychiatrie. Elle me disait, mais maman, ils sont en train de me détruire mon cerveau, quoi. Donc, j'ai réussi à la sortir au bout de 5 semaines. Et puis, elle s'est sevrée trop vite. Et après, il y a certaines molécules qui créent des effets secondaires très, très graves, comme des idées suicidaires. Et je l'ai déjà retrouvée, pendue en 2021, au mois de juin. Et donc, la vie n'a pas voulu qu'elle parte parce que, voilà, j'étais partie 3 minutes, je suis revenue pour prendre un t-shirt et je l'ai retrouvée. Et ensuite... Elle avait quel âge en 2021? Elle avait 21, elle est née en 2000, 1er avril 2000. Et donc, elle est revenue à elle. Et là, déjà, tu vois, j'ai vécu un truc assez particulier parce qu'à l'hôpital, en fait, avant que ça se passe, elle allait déjà pas bien. Et elle avait un regard qui avait changé, tu vois, un regard un peu noir comme ça. Et à la sortie du coma, elle m'appelle, elle me dit « Mais maman, qu'est-ce que je fais là ?» Et je lui dis « Mais tu te rappelles pas ?» Elle me dit « Mais non maman, qu'est-ce que je fais là ?» Je dis « Mais écoute, tu as fait une tentative de suicide il y a 2 jours, c'est moi qui t'ai retrouvée. » Et elle me dit « Mais je suis pas suicidaire maman. » Elle comprenait pas, tu vois, vraiment, aucun souvenir. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, elle avait une belle tresse comme ça. Et quand je la regardais en arrivant de profil, je voyais une souveraine, quoi, tu vois, et ses yeux lumineux de nouveau, comme elle a été tellement souvent dans cette lumière. Et j'étais vraiment très émue de la voir et je me disais, tiens, ça a été une renaissance, tu vois, il a fallu passer par la mort pour renaître, parce que les choses sont tellement complexes, tu vois. Et après, voilà, elle s'en est bien sortie, elle a retrouvé ses amis, elle était dans la joie, elle a repris sa vie en main et tout d'un coup, elle est tombée amoureuse de quelqu'un au mois de février. Puis évidemment, ces hypersensibles, c'est des proies faciles hein, pour des hommes un peu pervers narcissiques, un peu psychopathes sur les bords. Et puis là, un deuxième enfer a commencé, c'est la violence conjugale. C'est beaucoup d'épreuves que je ne veux pas parler là, mais beaucoup d'épreuves. Et donc j'étais là. Elle a passé 7 mois en silence chez moi, après tous ces événements traumatisants. Après avoir quitté cette personne. Après avoir quitté cette personne, après avoir porté plainte contre cette personne et après avoir fait emprisonner cette personne. Mais les traumatismes, voilà. Pour une agression grave. Ah ben grave, ouais. Pour l'instant, bon, je ne veux pas énoncer parce que... Mais c'est très grave. Et donc, elle a passé 7 mois en silence dans le traumatisme, tu vois. Et ensuite, elle s'en est sortie de nouveau. Et elle a vécu un syndrome post-traumatique. Et puis là, tu vois, alors pendant cette période, j'aimerais partager ça avec tous les parents qui sont confrontés à la culpabilité, tu vois. Parce que moi, la culpabilité que j'ai ressentie très très fort, c'était quand elle a dû vivre encore toutes ces épreuves en 2022, tu vois, c'était la culpabilité de l'avoir ramenée. Parce que si c'était pour vivre ça, tu vois, quelle horreur, quoi. Elle aurait mieux fait de partir en paix, elle aurait déjà été dans la lumière, tu vois. T'aurais mieux fait, entre guillemets, de ne pas la sauver. Ouais, j'aurais mieux fait, entre guillemets, de ne pas la sauver. Parce que qui suis-je pour savoir... tu vois, on est toujours confronté à cet interventionnisme dans lequel on est toujours, mais qu'est-ce qu'on sait du destin de l'autre? Même si c'est nos enfants, on n'en sait absolument rien.
Et en plus, on voit bien avec ce triangle de Karpman dans lequel on est coincé entre le bourreau, la victime, le sauveur, tu vois, quand tu es dans cette posture du sauveur. Mais donc, ça m'avait, et très souvent, quand elle allait pas, elle me disait, mais maman, je comprends pas ce monde, j'aurais mieux fait de partir, tu vois, donc ça t'en rajoute, tu vois. Et puis, voilà, elle vit un syndrome post-traumatique et elle replonge à partir du mois de mars à peu près, cette année. 2024. 2024, ouais. Et là, ben, pendant 4 mois, elle était avec moi, tu vois, parce que en fait, tous les piliers sur lesquels elle essayait de se construire et de comprendre le monde et de pouvoir être édifiée par des adultes qui devaient être des protecteurs, des piliers, des exemples, tu vois. Tous ces piliers, particulièrement les piliers masculins, ben son père, il est mort, son beau-père l'a abandonné, c'est des piliers des piliers fondamentaux qui se sont écroulés, tu vois. Et donc, même ceux qui étaient censés la soutenir et l'aider, comme par exemple les hôpitaux universitaires psychiatriques, ils l'ont démoli. Donc, si tu veux, elle a perdu confiance en tous les êtres humains sur Terre, parce que les piliers qu'elle avait considérés comme des piliers, en plus de ça, après la tentative de suicide, elle a été mise sous curatelle. Sa curatrice a exercé des abus de pouvoir sur elle aussi, tu vois. Donc chaque fois qu'elle devait pouvoir s'appuyer sur... Ça tenait pas, ou ça la trahissait, ou ça lui augmentait encore les problèmes, tu vois. C'était pas des soutiens. Donc ma fille, elle a appris tellement de choses sur les humains que c'était compliqué, tu vois, pour elle. Et j'ai vu depuis 3 mois ma fille s'éteindre comme une petite bougie, tu vois. Et ça, c'était quelque chose de très douloureux pour moi parce que elle était tellement pure, elle était tellement aimante, elle était tellement généreuse. Juste pour te dire, tu vois, à 18 ans, elle a fait son chef-d'œuvre à l'école Steiner de fin de scolarité. C'était un travail sur le deuil chez les enfants. Donc elle a fait une étude sur les 5 étapes du deuil, elle a fait une étude sur la programmation de l'épigénétique quand on perd un parent, à la naissance, à 3 ans, 6 ans. Et puis son travail pratique, c'était la rédaction et l'édition à compte d'auteur d'un recueil de poèmes qu'elle a vendu le jour du chef-d'œuvre, donc sur le deuil, qu'elle a vendu le jour du chef-d'œuvre, et puis avec l'argent qu'elle a récolté, elle avait renvoyé à l'école 25 enfants d'un orphelinat à Congo-Brazzaville qui s'appelle Nazareth, et elle avait fait illustrer son recueil de poèmes par ses enfants, tu vois. Elle avait 18 ans. Donc, juste pour te dire, tu vois, et la lumière que c'était, et tout le monde a témoigné de ça. C'était frappant. J'ai été frappée C'était frappant. Le jour de l'enterrement. La cohérence de tous les témoignages, tu vois, c'était un être stellaire. Unanimement généreuse, à l'écoute des uns et des autres et toujours désireuse de se donner là où elle pouvait. Ouais, tout à fait. Et donc, tu la voyais... je la voyais s'éteindre, tu vois, et tu vois, en tant que maman, là je témoigne pour toutes les autres mamans, hein, évidemment, du monde, hein. On est impuissant face à ça. Elle refusait toute forme d'accompagnement parce qu'elle avait tellement souffert que elle avait plus conscience. Non, elle ne voulait plus. Elle était pétrie d'angoisse, tu vois. Elle m'a fait promettre de jamais l'hospitaliser. Donc, tu vois, on est confronté à des choses exigeantes avec ces êtres, tu vois. Et je voyais ça dans l'impuissance, donc la seule chose que je faisais, elle était avec moi pendant 4 mois, elle se déplaçait avec moi dans les différents pays où j'allais travailler. Et la seule chose qui lui faisait du bien et qu'elle me demandait, c'était de lui masser les pieds et de lui jouer de la harpe. Et ça, j'ai fait des heures jusqu'à m'endormir sur ses pieds, tu vois. Et je mettais tout l'amour qui m'habitait pour lui masser ses petits pieds. Et je pense que, tu vois, quand on est maman, on a un lien qui est particulier avec l'enfant. Enfin, elle avait 24 ans, c'était plus une enfant, justement. Et c'est ça que j'ai compris plus tard, mais qui fait qu'il y a des choses qu'on sent, tu vois. Mais le mental, il refuse ça, tu vois.
le mental, le cœur refuse ce qu'on sent fondamentalement, parce que finalement, ce que j'ai quand même découvert à travers cette épreuve initiatique, c'est que ça se prépare bien avant. On vient pas de nulle part. Et donc, je sentais ça. Et Je sentais que je sentais que tu la peux vie plus rien s'en allait faire, d'elle. en fait, Voilà, je pouvais que l'accompagner, prier pour qu'un miracle, parce que pour moi, il n'y avait qu'un miracle qui pouvait la faire avoir envie de s'en sortir, je dirais, tu vois. Avoir envie d'aller chercher des ressources, avoir envie de s'intéresser à la neuroscience pour qu'elle puisse reprendre en main son cerveau, qu'elle puisse, tu vois. Et c'était un miracle parce qu'elle avait abandonné la partie, on va dire, tu vois. Et donc je la voyais s'éteindre. Et voilà. Et les dernières semaines, tu vois, je lui ai proposé, mais on peut aller à l'hôpital si tu veux. Mais je voyais la panique s'élever dans ses yeux. Et j'allais pas la trahir, tu vois. J'allais pas la trahir. C'était clair, ça. Surtout que vous avez déjà fait tout ce processus. Tout ce processus était fait. Elle allait une fois par semaine chez une super psychiatre. Voilà. Et ça a été une vraie catastrophe. À part la psychiatre, en effet. Ouais, la psychiatre qui était vraiment, que je remercie infiniment, qui était une âme magnifique, qui l'a accompagnée merveilleusement bien dans un respect profond. Et puis tu vois, Silane, avec la maltraitance qu'elle a vécue à Belle-Idée, elle s'est aussi informée sur Internet. Elle a découvert d'autres jeunes qui ont vécu. Elle a découvert une chaîne avec un jeune qui donne des interviews sur la maltraitance de la psychiatrie, tu vois, avec en lien dans avec toute cette chimie, tu vois, c'était... Donc Silane, c'était clair. Et puis Silane était quelqu'un, alors, d'hypersensible, mais dans cette hypersensibilité, dans cette vulnérabilité, se logeait une puissance infinie. Une puissance infinie, tu vois. Et donc, quand c'était non, tu la forçais pas à quelque chose, ou alors tu la violentais, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé en psychiatrie, tu vois. Et donc, c'était hors question que je la trahisse, mais moi, c'était tellement douloureux de la voir comme ça, et de sentir les choses, tu vois. Et j'ai partagé ça avec elle aussi. J'ai dit, mais tu sais, Silane, il faut que tu saches que moi, je traverse une épreuve colossale, là. Tu me demandes quelque chose qui est très exigeant, tu vois. Et elle en était consciente, et on a eu des échanges, on a vécu des moments d'amour incroyables, on a réussi, avec peu de mots, à se comprendre, au-delà des mots, tu vois. Et donc, voilà, le 28... Le 28 août. Le 28 août de cette année, j'ai été donner un cours à 7h du matin, je suis revenue à la maison et je lui ai proposé encore une dernière chose, c'était d'aller faire un scanner quantique chez un chercheur incroyable, un docteur incroyable, qui pouvait me donner une place que je venais de rencontrer il n'y a pas très longtemps. Et ça me donnait un immense espoir, parce que je pense que ça, c'est des médecines d'avenir, tu vois. Mais voilà, elle a refusé une fois de plus, tu vois. Et donc, j'ai dit, écoute, Silane, pas de souci, je vais aller chercher ma voiture, et puis après, on s'en va. Elle devait venir en formation avec moi. Et je suis partie. Et j'ai téléphoné 10 minutes après. J'arrivais pas à la joindre, donc je me suis raisonnée en me disant, bon, elle est sous la douche. Elle devait se doucher, se préparer. Et quand je suis sortie du garage, j'arrivais plus à la joindre. Elle répondait pas. Et là, je savais que j'avais rendez-vous avec la mort de Silane, tu vois. Il y a quelque chose en moi qui savait. Et il y a quelque chose en même temps qui refusait ça, bien sûr. Tu vois, mon mental commence à récupérer, rationaliser, pour pas que... Et puis là, rapidement, et c'est ça que j'aimerais dire aux parents qui vivent ça, en fait, c'est de trouver la force en soi-même de se mettre en métaposition. Bien sûr, la métaposition, j'allais pas regarder les choses d'en haut, c'est pas possible face à ça, mais je pouvais me décaler un tout petit peu. Faire un pas de côté. Faire un pas de côté, voilà, c'est vraiment ça. Un petit peu plus explicite quand tu dis que tu t'es mis en métaposition, pour que ceux qui entendent cette notion pour la première fois comprennent de quoi il s'agit. Ouais. Tu vois, quand tu vis un choc comme ça, tu es précipité dans l'abîme de la douleur. C'est même plus des émotions, hein, c'est de la douleur.
Et si tu te noies là-dedans, tu perds la conscience. Donc, tu as deux solutions. Soit tu pars dans l'hystérie, hein, soit tu... Après, ça dépend des cas, bien sûr. Hein. Il y a des cas où ça ne se passe pas comme ça, mais soit tu penses même partir avec ta fille, tu vois, tellement c'est douloureux. Mais moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est de rester consciente. Parce que il faut juste Tu vois, c'est la rappeler que conscience. tu as retrouvé ta fille donc au bout d'une corde. Oui, voilà, je l'ai Pour retrouvée expliquer le contexte. pendue dans l'appartement. Mais avant, tu vois, je me suis préparée. À tel point que devant la maison, j'ai hésité à sonner chez un voisin pour venir ouvrir Pour ou t'épargner. pour m'épargner. Exactement, tu vois. Et là, la métaposition, c'est ce que j'aurais fait, comme ça, spontanément. Mais la métaposition m'a permis de dire non, je ne peux pas imposer ça à une personne. Tu vois, c'est juste ce petit pas de côté qui te permet d'être conscient de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce qui se passe. Est-ce que c'est de se couper un instant de ses émotions pour pouvoir continuer à Non. gérer la situation? Non, tu ne te coupes pas des émotions, mais tu les vis consciemment. D'accord. C'est un peu différent, tu vois. Enfin, moi, je ne me suis pas coupée des émotions. Maintenant, Mais tu t'observes, tu es dans cette posture de l'observateur voilà, qui observe qui ses est dans la émotions. douleur, voilà, qui observe ses émotions. C'est ça la métaposition, c'est la conscience de qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans le temps, dans l'espace. Et je rappelle, hein, chacun il vit les choses différemment, mais je pense que je ne suis pas la seule, tu vois, à vivre dans des émotions profondes comme ça, parce que je suis moi-même hypersensible. Donc, tu as une mère hypersensible, ben, comment elle fait, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui s'en sont pas encore sorties. Et Arlette, j'aimerais le rappeler à nos auditeurs que c'est vraiment la raison de ton témoignage aujourd'hui. Ouais. C'est d'apporter ce récit, d'offrir ce récit, aussi douloureux soit-il, pour aider tous les parents qui ont traversé la même épreuve que toi. Oui, ou pour qui donner du sens au départ Ouais. de ta fille, enfin au Ouais. décès de ta fille, et puis pour transformer cette tragédie en quelque chose de lumineux. Ouais. Oui, parce que je le fais aussi parce que j'ai accompagné des milliers de personnes avec l'aide de mes chevaux. Et encore, tu vois, ces jours, j'ai reçu des témoignages de personnes que je n'ai pas revues pendant 20 ans et qui m'ont témoigné comment mes propos et mon travail avec les chevaux les avaient aidés dans une période comme ce que traversait Silane, tu vois. Donc je sais que ça peut être aidant d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a traversé ça. Parce qu'on est dans une empathie particulière. Et puis aussi, je le fais parce que on voit que les suicides augmentent de mois en mois. Juste pour situer, le prêtre qui a fait la cérémonie m'a dit qu'il avait enterré 2 jeunes qui se sont suicidés la même semaine. J'ai un des meilleurs amis de Silane qui m'a dit à l'enterrement qu'il y a un de leurs meilleurs amis qui s'est suicidé un jour après, je crois, ou un jour avant. Donc on est dans un monde qui est devenu tellement brutal, qui est devenu tellement anxiogène que les jeunes là, ils peinent, beaucoup de jeunes peinent à trouver un sens à leur vie. Il suffit qu'ils n'aient pas de passion, qu'ils ne savent pas quoi faire. Et qu'ils soient mal entourés. Et qu'ils soient mal entourés, avec des parents démissionnaires ou pas. Mais voilà, la maltraitance, elle est à tous les endroits en ce moment, tu vois. Et ils instillent la peur dans le cerveau de l'être humain jour après jour, sur tous les sujets, dans tous les médias. Ils sont projetés dans des musiques qui sont d'une toxicité incroyable, avec des textes qui sont tellement noirs qu'ils entretiennent dans leur cerveau ce monde plutôt que de s'extraire de ce monde et d'aller recréer avec leur force et leur énergie et leur créativité ce nouveau monde qu'on attend tellement, tu vois. Donc tout est fait pour qu'on maintienne tout le monde dans la peur, tu vois, et dans l'anxiété. Et donc, ces âmes hypersensibles qui viennent de très loin d'ailleurs, eh bien, elles tiennent pas, quoi.
elles tiennent pas parce qu'il y a trop de violence, trop d'agression, donc elles repartent, tu vois. Et ce que j'aimerais dire aussi aux parents, parce que j'ai entendu tellement de choses sur le suicide, tu vois, où on, on a une posture un peu, parfois, j'entends des postures parfois un peu culpabilisantes qui parlent que le jeune, il a fait un choix. Mais non, c'est pas vrai. Parce que tant qu'il a le choix, il fait pas ce choix. Quand il fait ça, c'est qu'il a plus le choix. Il n'y a pas d'autre issue pour lui ou pour elle. Cette chose-là, elle est ce qui peut les libérer. Tu disais aussi que on doit éviter d'accuser les parents et de les montrer du doigt, Oui, parce que ça, c'est le premier réflexe, hein. On est dans une société jugeante. où Freud a fait beaucoup de dégâts avec ses théories-là. Donc c'est tout de suite d'abord la mère, hein, qui est responsable de tout, le père après, tu vois. Mais il faut faire attention parce qu'un suicide, un jeune qui se suicide pas tout seul, mais il se suicide pas qu'avec ses parents. Parce que quelles que soient nos déficiences, nos lacunes, nos erreurs, le jeune, il pourrait aussi trouver des ressources ailleurs. Et tu vois, transférer sa recherche d'exemples chez d'autres adultes, tu vois, et s'en sortir très bien. Mais je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça, tu vois. Les smartphones ont un rôle énorme. La pornographie auquel ils ont accès, on les massacre avec ça. La musique rap avec des sons subliminaux qui vont tout de suite agir dans le cerveau. La malbouffe, tu vois, ça c'est pas nous les parents qui avons créé ça, tu vois. Et puis après, forcément, les maladresses, parce que ces hypersensibles, ils sont extrêmement difficiles à comprendre. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que si une maman, elle a un enfant hypersensible, j'aimerais vraiment encourager aussi les entourages de ces mamans et de ces papas à, à écouter si une maman, elle sent quelque chose par rapport à son enfant. Parce que tu vois, moi, par exemple, Silane, son papa voulait absolument la sociabiliser à l'âge de 3 ans, il voulait la mettre au jardin d'enfants à 3 ans. Moi, je savais dans mes tripes et dans mes boyaux que c'était trop tôt pour elle. Elle avait encore besoin de temps pour aller se déployer dans le monde, tu vois. Et, mais voilà, il faut se sociabiliser. Mais j'ai encore le souvenir des angoisses que Silane elle a vécues quand je la déposais dans les bras de la jardinière, qui était au demeurant, heureusement, c'était à l'école Steiner, elle a été extrêmement bien accompagnée avec une compréhension, une bienveillance peu ordinaire. Mais moi, j'ai vu les yeux angoissés de Silane, tu vois. Donc, d'abord de la part de l'entourage, de faire confiance aux parents et à la maman en particulier Pour autant que les mamans soient voilà, engagées, soient des soit parents, aimantes, bienveillantes, voilà, on est et d'accord, ne hein, souffrent pas de et, troubles du et comportement, on se est d'accord, questionnent, absolument. voilà, et il fait un chemin, enfin voilà, des parents un Absolument. peu qui se questionnent, tu vois. Et tu disais aussi que c'est important à l'entourage de ces jeunes de prendre aussi conscience de la portée de leurs actes en faisant fumer un joint à leur ami ou en les entraînant dans des soirées arrosées, qu'ils mesurent aussi la portée de leurs actes et qu'ils se Oui, responsabilisent oui, un et peu ça plus. c'est très difficile pour eux parce que ils font tous ce qu'ils peuvent pour tenir debout, tu vois. Ils font tous ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas la conscience de ce qui se passe avec ces substances, tu vois. Et pourquoi entraîner les autres dans leur propre mal-être? Mais je sais même pas s'ils veulent entraîner. Je crois pas qu'il y a ça, tu vois. Mais parce que Silane aurait pu ne pas se laisser entraîner, tu vois, si elle avait assez confiance en elle. Mais elle avait tellement envie d'être avec eux que finalement, ils ont, ils ont rien eu à faire pour l'entraîner. Tu vois, Ouais, c'est mais des elle choses a qui se font. consenti. Elle a Elle a consenti. consenti, elle a. Et je pense que peut-être parmi ses amis, il y a bien des gens qui voyaient que c'était pas bon pour elle et qui ont peut-être essayé De la d'informer, raisonner ou de mais on n'est l'informer. pas entendu, tu vois, on n'est pas entendu. Moi, le nombre de fois où j'ai pas été entendue quand je voyais
que quelque chose n'allait pas pour Silane, tu vois? Même à 18 ans, quand elle a perdu son père, elle a hérité, elle a dû gérer plein de choses à 18 ans qu'un enfant, un jeune devrait pas avoir à gérer, tu vois? Et là, ben voilà, quand on dit: «Mais écoutez, non, Silane, c'est trop là, elle est en plein chef-d'œuvre», tout ça, on nous entend pas, on nous entend pas. Alors Arlette, si tu veux bien, revenons à ce fameux 31 août, où j'aimerais que tu 28 août. 28, Ouais, 28 août, où ouais. j'aimerais que tu nous partages le déroulement des événements qui se sont Ah ouais, enchaînés, qui étaient ouais, pour toi des chocs ouais, successifs ouais. de la part de tous les départements et secteurs concernés. Ouais, parce que tu vois, quand on découvre son enfant comme ça, bon, on est précipité. Enfin, j'ai été précipitée parce que je rappelle peut-être que les gens vivent les choses différemment. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à vivre ça sur Terre, tu vois. Mais j'ai été précipitée dans quelque chose qui n'a pas d'espace, pas de temps, plus de matière. Il y a plus que la douleur. Il y a plus que la douleur qui te frappe, qui te saisit de partout. Et j'ai observé cette douleur. Et tu vois, j'ai une question qui s'est élevée. Là, je vais marcher mon chemin de vérité, qui peut peut-être choquer tout le monde, mais je m'en fiche un peu. Mais quand je l'ai retrouvée, tu vois, j'ai voulu la descendre, la coucher dans son lit, et puis être à côté d'elle une journée avant de téléphoner à qui que ce soit. Parce que ça faisait au moins, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Et son corps n'était pas dans le même état que la première fois, je l'ai bien vu. Et le cœur était franchement arrêté, franchement arrêté. Et là, à un moment donné, quelque chose a pris ma main, a pris le téléphone et a fait le 117. Et plus tard, ben, j'ai remercié parce que je pense que c'est Silane, parce que, ou quelqu'un, ou mon ange gardien, j'en sais rien. Parce que si j'avais fait ce que je sentais que je voulais faire pour libérer Silane, ben, j'aurais fini en prison direct, quoi, en garde à vue. Pour non-assistance aux Non-assistance à personne en danger, puis absolument. après soupçon de tentative de meurtre, parce qu'ils voient de tout. C'est ça. Ils voient beaucoup de pendaisons, de crimes, d'étranglements qui sont déguisés en pendaison. Donc si tu veux, eux, tout le système judiciaire, policier, ils ont une expérience de choses perverses vraiment dans ces domaines, tu vois, qui fait qu'ils sont obligés de regarder. D'autant plus qu'il y avait une procédure en cours pour Silane avec l'autre fou, là, tu vois. Donc imagine-toi, j'appelle à 19h et puis il me trouve avec et ça fait déjà... Puis le matin, j'aurais fini en garde à vue et après dans toute la machine. Donc quelque chose a pris, j'ai fait le 117. Et là, tu vois une artillerie lourde qui arrive, quoi. C'est hallucinant, ils arrivent avec des appareils incroyables. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais j'ai été choquée parce que ça faisait déjà un moment. Et 5 minutes passent et je demande, on en est où? C'est en cours, madame. Donc ils ont essayé de la réanimer. Ah ben, massage cardiaque, des Alors, tonnes ton de père, chimie c'était dans le ça. sang, des tonnes de chimie dans le sang, l'oxygène, plein de choses, hein. Et 5 minutes passent, 10 minutes passent, 11 minutes passent, 12 minutes passent, 15 minutes passent, 20 minutes passent, et on me répond toujours « c'est en cours, madame ». Et à un moment donné, j'ai dit « mais qu'est-ce qui est en cours ? Qu'est-ce qui est en cours ? Ça fait 20 minutes, plus encore, en tout cas un quart d'heure, 20 minutes. C'est quand que vous allez respecter sa décision ? C'est quand que vous allez respecter ? Ça fait 20 minutes là. Et là, le médecin, il me dit, mais moi, je dois assurer la survie, si on peut la ramener, il faut la... Je dis, mais monsieur, est-ce qu'on est sur Terre pour survivre ? Est-ce qu'on est sur Terre pour survivre ? J'ai dit, ma fille, ça fait 24 ans qu'elle est en survie dans ce monde. Elle n'en pouvait plus de ce monde brutal, violent, insignifiant, dans lequel le mensonge, il a pris l'ascenseur, dans lequel... Enfin, je veux dire, on n'a plus de liberté, on n'arrive plus à respirer, on les enferme, on nous ment du matin au soir. Ma fille, elle n'en pouvait plus de ce monde-là. Et là, il me dit, on a retrouvé un pouls. C'est ce qu'on me dit, on a retrouvé un pouls. Alors, hôpital. Et après, ben, évidemment, 2 heures plus tard, on nous convoque avec ma plus grande fille pour nous annoncer ce que je savais qu'on allait nous annoncer, c'est qu'il y a un œdème cérébral généralisé, bien sûr, parce que l'oxygène
Le cerveau, il a manqué d'oxygène pendant 40 minutes quand même. C'est énorme, tu vois. Et on m'annonce qu'évidemment, elle serait un légume si elle sortait du coma artificiel dans lequel on avait mis, ce que j'ai pas compris non plus, comment on met quelqu'un qui est dans cet état dans un coma artificiel, quoi. C'est une incompréhension pour moi, de nouveau. De la chimie, pourquoi? Et donc, après, ça c'était le jeudi après-midi, ou fin de matinée, quand on a reçu la nouvelle. Et donc on a décidé évidemment avec ma fille qu'on allait arrêter tout ça. Mais après les médecins ils disent, écoutez, on attend 24 heures, parce qu'on ne veut pas que dans une année, 2 ans, 3 ans, vous voyez que quelqu'un a pu s'en sortir et puis que vous ayez un regret d'avoir pris une décision aussi rapide. Donc on attend 24 heures pour voir l'évolution de l'œdème, tu vois. Ils n'avaient pas d'espoir, mais c'était surtout pour nous Consolider dans votre choix. consolider notre choix, tu vois. Et là, on a vécu avec ma fille, la grande, quelque chose de merveilleux parce qu'on a 5 femmes médecins qui étaient là. Et c'était 5 souveraines d'une beauté, une posture incroyable, une empathie, une délicatesse. Vraiment, elles avaient une posture intérieure vis-à-vis de nous qui était très aidante, tu vois. Et malgré qu'elles étaient tout le temps, en urgence pour tout, elles étaient aux soins intensifs, donc tu vois, c'est pas la maternité, quoi. C'est tout le temps des urgences. Mais quand elles fermaient la porte du lieu où on devait échanger des choses, elles étaient là pour nous, tu vois. On ne sentait pas du tout de stress, pas du tout de pression, de rien du tout. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'appréciable. Et donc, le jeudi soir, c'est ma fille qui a dormi avec Silane. Moi, je suis rentrée. Et puis, le lendemain, c'est moi qui est restée. Et tu vois, on est précipité là-dedans. Et t'as pas le temps de te faire à l'idée de rien du tout, parce qu'en même temps, t'es précipité dans une sorte de tunnel de temps temporel qui est segmenté par des échéances, tu vois, et des décisions à prendre. Et c'est comme une sorte, tu vois, c'est un peu comme les contractions à l'accouchement. Tu peux ni les avancer, ni les reculer. Il y a un truc. Et donc, je passe la nuit avec Silane, et puis le matin, je suis un petit peu plus comme si quelque chose en moi se fait à l'idée. Et donc, il y a un peu moins de douleur, parce que tu te fais à l'idée, puis de toute façon, faut avancer, tu vois. Et puis tout d'un coup, le samedi matin, j'ai la police qui me téléphone pour me dire qu'ils vont venir chercher son portable. Téléphone, portable. Et puis l'inspecteur, il arrive et il me dit, le procureur a exigé une autopsie, madame. Et là, ta vie bascule. Dans le cadre de cette procédure judiciaire contre son jeune agresseur. Parce qu'il y avait une procédure judiciaire, tu vois. Mais là, tu rebascules. Tu rebascules parce que c'est juste que moi, j'ai regardé l'inspecteur. Et là, tu vois, alors mon travail que j'ai fait avec les chevaux, ça m'a tellement aidé. Je me suis spécialisée pendant des années sur la réhabilitation des chevaux qui présentaient des troubles de comportement. Donc le cheval, déjà à la base, il est plus fort que nous, imprévisible, potentiellement incontrôlable, mais quand il apprend la violence avec l'être humain, il est vraiment très dangereux. Et donc les chevaux, tout le parcours que j'ai fait avec eux m'ont vraiment donné une sorte de force et de présence face à ça qui permet de transformer des situations.
Et donc là, de nouveau, cette métaposition, tu vois, t'encaisses le choc, mais tu restes juste à côté pour te dire, Arlette, ne pars pas dans l'hystérie. Parce que ce qui était impensable pour toi, c'était qu'elle était encore chaude, qu'elle n'était pas Non, débranchée depuis quelques non, heures. non, on l'avait pas débranché Ah, elle n'avait encore. pas encore débranché, Non, on voulait déjà non, faire une autopsie. non, après, une fois qu'elle était Oui, oui, morte. bien Mais sûr. que ce soit après ou avant, c'était hors de question. Mais ils étaient déjà en train de faire cette demande avant qu'elle ait été débranchée. C'était pas une demande, Ah, c'était un ordre c'est du un ordre. procureur. Ah oui. Ça veut dire que à partir du moment où on débranche les machines, 10 minutes après la police est là, ils sont embarqués, autopsie. Et ça, ma croyance, elle est que la mort n'existe pas dans le fond. La matière meurt comme un arbre, il meurt, une fleur meurt, un corps, il meurt. Mais l'âme, ce qui nous touche, et ça aussi c'est les chevaux qui m'ont enseigné, qui m'ont permis de voir que la mort n'existe pas. Ce qui nous touche chez l'autre, ça meurt pas, tu vois. C'est son émanation, c'est son Oui, esprit. puis c'est son âme, c'est son esprit, tu vois. Et on sait bien qu'on ne doit pas toucher le corps après la mort, parce que ça part pas comme ça. Tu vois, l'âme, elle a besoin de faire tout un processus pour quitter son corps, passer certaines couches pour aller vers la lumière. Et les centaines de milliers de témoignages de gens qui ont fait des expériences de mort imminente le montrent. Tu vois, il y a une décorporation à faire pour passer dans un autre endroit, tu vois. Et là, finalement, les gens qui se suicident, ils suicident le seul corps qui ne les fait pas souffrir. Parce que j'ai pas compris. ils tuent le seul corps qui ne les fait pas souffrir, c'est-à-dire le corps physique. Elle était en pleine santé, tu vois. Ouais. Ce corps-là, physique qu'elle a tué, ne la faisait pas souffrir. C'était pas ça qui la faisait souffrir. Tu vois, c'est les autres corps. C'est le corps émotionnel, c'est le corps mental. C'est ces choses-là qui font souffrir. Donc, il ne voulait pas qu'on charcute dans son Mais corps c'était physique. même pas. Ah non, mais là, Isabelle, c'est non négociable. Et tu m'expliquais l'autre jour qu'une connaissance avait dit, mais Arlette, moi, ma fille attend Non, un alors ça cœur c'était ou- après, je le savais pas. Ah. Je le savais pas ça après. Mais si tu veux déjà, il fallait que j'arrive à descendre cet inspecteur dans le cœur, quoi, pour qu'il m'aide à ce que ça se fasse pas. Parce que moi c'était non négociable, mais une fois que c'est non négociable pour moi, c'est comment je fais pour sortir de ce guêpier, tu vois, sortir Silane de ce guêpier. Et en fait, c'est quand on n'est pas dans l'hystérie, tu vois, ou dans l'émotion, on peut être dans une certaine qualité de présence qui fait que les mots qu'on porte à l'extérieur, ils sont chargés de quelque chose, tu vois. Et donc j'ai vraiment regardé cet inspecteur dans les yeux et je lui dis, mais monsieur, c'est non négociable, c'est non. Et pour le faire quitter sa fonction, pour aller dans son cœur, je lui ai parlé de Silane, je lui ai dit qui elle était, je lui ai dit ce qu'elle avait vécu depuis 2 ans. Je lui ai parlé de ma douleur, de la douleur, mais sans être dans l'émotion, à pas pouvoir parler, tu vois. J'arrivais à parler de façon claire, tu vois. Et au bout de 5 minutes, j'ai vu cet homme descendre dans le cœur, tu vois. Puis après, il m'a dit, je vous comprends, madame, je vais faire mon possible. Et là, tout d'un coup, tu souffles, tu vois. Et il a fait son possible parce qu'au lieu d'attendre que les algorithmes traitent les informations du téléphone, tout ça, il a été cherché manuellement, il a passé des heures, mais finalement dans les délais. Parce que tu vois, on est confronté, là aussi j'ai été confrontée, tu as des temporalités qui ne sont pas compatibles. Tu as la temporalité biologique de ce qui se passe avec ta fille, et puis tu as la temporalité judiciaire administrative qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus lente, et qui n'est pas compatible. Et donc... Après, l'inspecteur m'a expliqué qu'il fallait que j'écrive au procureur, que je lui dise ce que je venais de lui dire, avec encore une phrase qui disait de façon juridique que je refusais cette autopsie. Et il m'a quand même dit, c'est quand même le procureur qui décide en fin de compte, mais ça peut pencher dans la balance, tu vois. Et donc on a fait tout ça, mais tu vois, t'es confronté à devoir écrire des choses, c'est tellement surréaliste. Tu aurais juste besoin de rien faire, de rester avec ta fille, de pleurer avec elle, de lui dire encore ce que tu as envie de lui dire. Et non, c'est segmenté, tu vois.
tu avais à peine résolu cette problématique qu'on est venu derrière te demander si tu étais d'accord. Oui, Enfin, alors ça si, c'était la nuit. Ça bon, c'était donc, la nuit d'avant. La nuit d'avant, avant de. On demande, c'est à ma fille qu'ils ont demandé si on veut donner des organes, tu vois. Et là, elle est encore vivante, tu vois. Alors là, ça s'est fait avec beaucoup de délicatesse aussi. Ces personnes, ces médecins, ils ont été extrêmement bienveillants, délicats. c'est à Mais ta fille aînée qu'on a posé la c'est à question. ma fille aînée qu'on a posé la question le jeudi, déjà le jeudi dans la nuit, hein, on lui a posé la question, tu vois. Parce que ça change, je ne sais pas, les produits qu'ils mettent dedans, j'en sais rien ce que ça change, mais il faut savoir rapidement. Et là, tu vois, de nouveau, c'est d'une brutalité, c'est inhumain ça. Parce que toi et moi, on peut dire, ok, moi je veux donner mes organes. Mais une jeune femme de 24 ans, c'est pas des choses auxquelles on pense, c'est pas des choses à quoi on parle, tu vois. Donc tu savais pas quels Mais étaient moi, j'en savais ses rien. choix par rapport Mais à de ça. mon point de vue, c'était juste non négociable. Non, personne va toucher un cheveu de ma fille qui a souffert physiquement depuis 4 ans entre la psychiatrie, ce jeune là qui l'a à moitié détruite. Je veux qu'on la touche plus. Je veux qu'elle parte en paix, qu'on la touche plus, tu vois. Mais après, tu repenses à sa bonté infinie, tu repenses à sa générosité. Et je me disais, mais Silane, peut-être qu'elle aurait voulu que je donne son cœur pour une autre jeune. Qu'est-ce que j'en sais? Mais tu vois, la douleur, t'es précipité de nouveau dans des choix qui sont infaisables, tu vois. Et là, ben, j'ai eu la chance incroyable d'avoir été mis en contact avec un homme qui communique avec le plan de l'âme, qui a travaillé longtemps avec des Russes dans des programmes de recherche sur les ondes cérébrales, sur le paranormal, sur les autres espaces-temps. Et donc, ça faisait très très longtemps que lui, il avait cette capacité, tu vois, d'entrer dans certaines ondes cérébrales qui lui permettent de communiquer avec le plan de l'âme. Et j'ai été mise en contact avec cet homme qui, comme par hasard, est arrivé en Suisse le jeudi matin où ça s'est passé et qui a pu me dégager 2 heures le samedi, avant qu'on débranche. Avant que vous débranchiez. Et tu vois, c'était intéressant parce que le vendredi à 3 heures, on m'a dit « Madame, voilà, on l'a déclarée en mort cérébrale, donc maintenant, vous pouvez décider quand ». Et moi, je décide évidemment tout de suite de l'apaiser. Mais là, de nouveau, la métaposition, elle me dit « Mais Arlette, c'est qui décide ça? Pourquoi tu décides de la débrancher tout de suite? C'est parce que toi, tu supportes plus de la voir souffrir. Tu veux que ça s'arrête, mais c'est pour te soulager toi. » Et tu vois, il y a beaucoup de parents qui mettent les enfants en psychiatrie. C'est pour se soulager eux. Donc, tu vois, quand moi, j'observe ça consciemment, de me dire « Mais attends, tu dis que tu veux débrancher tout de suite, c'est parce que toi, tu tiens pas dans ta souffrance. Alors tu veux que ça t'arrête, mais est-ce que c'est juste que ça s'arrête pour Silane ?» Et là, je suis dans une panique. Je pars dans la panique intérieure parce que je ne sais pas. Et donc, je téléphone à Jean-Pierre et je lui dis « Mais je ne sais pas quoi faire. Elle est en mort cérébrale, je ne sais pas quoi faire. » Et il me dit « Non, non. » Alors, il était en contact avec Silane et il dit « Non, non, Arlette, tu dois absolument pas la débrancher maintenant. Il faut attendre au moins 24 heures parce que elle a des choses à te communiquer, il faut qu'elle puisse rester là. » Et il a vu que Silane, elle était une âme très très haut dans l'univers, dans des plans universels très lointains.
Et elle était très puissante et il m'a dit, tu sais, à partir du moment où vous allez débrancher, elle va très très vite partir. Donc il faut que tu viennes me trouver demain à 14 heures. Et, et là aussi, tu vois, on me dit, est-ce que vous voulez l'enterrer ou l'incinérer chez Murit? Mais qu'est-ce que t'en sais? Alors mon mental me dit, ben, je ne vais pas l'enterrer parce qu'elle est claustrophobe, elle va paniquer. Tu es dans un monde surréaliste tout le temps, quoi, tu vois. Et là, ben, j'ai été samedi et puis ça a été une expérience initiatique hors norme, quoi. Parce que d'abord, elle a pu me donner des réponses à des questions purement pratiques, mais qui sont plus que pratiques. Un don d'organe, c'est pas rien, quoi, tu vois. Parce que tu vas aussi intervenir sur un destin de quelqu'un et on ne sait pas si cette personne doit partir ou rester. On s'acharne pour les garder en vie, mais c'est quoi le plan de l'âme? Tu vois, c'est quoi le destin? On n'en sait rien. Et donc, elle me dit pas du tout de don d'organes et je veux être enterrée parce que j'ai encore quelque chose à faire dans la terre à Bernay. Et elle me dit, ça va être, je dois avoir l'ADN ici parce que ça va me permettre de communiquer avec toi et avec mes amis s'ils en ont besoin. Mais pour ça, il faut que je puisse avoir l'ADN ici. Ça va faire comme une sorte de phénomène d'antenne, tu vois. Et ça m'a, Isabelle, mais tellement soulagée. C'est pour ça, alors, c'est très délicat ce que je dis parce que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'extrêmement sérieux, un scientifique, tu vois, qui a fait une recherche vraiment. Et je sais que dans ces domaines, il y a tellement de charlatans, tellement à boire, à manger, on peut se perdre dans n'importe quoi. Mais surtout quand on est vulnérable, on a aussi on tendance cherche de l'aide, à se rassurer ouais, en se racontant des histoires. Ouais, c'est ça, pour pas devenir fou, quoi, tu vois, pour pas flancher, tu vois. Mais j'ai quand même pu voir que j'ai eu des preuves dans le monde réel que cette communication était réelle parce que pendant la communication, elle a coupé les liens maternels que j'avais, humains. Et c'était fort intéressant parce que, tu vois, la nuit, quand j'étais avec elle et que j'étais détruite par la douleur et le chagrin et le désespoir de voir ma fille si lumineuse là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pleurais mon enfant. Tu vois, je pleurais mon enfant. Et donc, je pensais à ma petite Silane. Tu comprends? Et là, Silane, dans la communication, elle m'a fait réaliser dans mon être profond quelque chose que je savais, mais je n'avais pas réalisé vraiment, la portée de ça, c'est qu'on ne met pas au monde un enfant, on ne met pas au monde un bébé. On crée un véhicule charnel pour accueillir une âme. Tu vois? Mais c'est pas le tout de le dire, il faut le réaliser, ça. Tu vois? Parce que ça change le rapport. Parce que c'est vrai que si on regarde concrètement, tu vois, sur une vie de 80 ans, le bébé, ça dure combien de temps? Hein? Le jeune enfant, ça dure combien de temps sur une vie? Le préadolescent, c'est 2 ans, l'adolescent, c'est 2 ans. Puis après, c'est qu'un adulte, c'est qu'une âme qui est là. Tu comprends? Donc, elle m'a aidée à réaliser ça. Tu vois, ça veut dire que quand je suis partie de cette communication, eh bien, j'étais en paix, j'étais soulagée et j'étais dans la joie. Parce que je savais qu'elle allait partir très très vite vers la lumière, tu vois. Et je savais ce que j'avais à faire. Tu avais reçu une charge d'amour. Alors, ça, c'était comme énorme. jamais dans ta vie. Bah, c'est énorme. C'est énorme. Mais pas seulement pour moi, c'est en répondant aux gens, je ressentais un amour mais infini pour chaque personne, même des personnes que je connaissais pas vraiment. Et ça, c'était Silane aussi, tu vois. Elle travaillait bénévolement à Choiserolle pour faire des camps de voile pour des réfugiés. Elle avait un amour pour ces gens incroyable, tu vois. Et donc, quand je suis retournée à l'hôpital, ben, j'étais en face de ma fille, sans douleur, sans souffrance, sans chagrin, comme en face d'une espèce de souveraine, une sœur souveraine. Et puis voilà, on avait une mission terrestre à faire ensemble. J'étais venue avant pour lui préparer un corps et me renforcer avec les chevaux aussi, puisque je suis aussi hypersensible comme elle. Et en fait, voilà, elle avait cassé son véhicule, il fallait qu'on discute de comment on allait continuer, tu vois.
Et en même temps, tu vois, cette situation, pour moi, elle était surréaliste, parce que je recevais des messages d'empathie de la même qualité que le jour avant, sauf que moi, j'en étais plus là déjà. Tu vois, j'en étais plus là. Alors, je dis pas que je pleure plus, je pleure quand je vois des jeunes dans la rue, avec des longs cheveux bruns comme elle, tu vois. Je pleure encore des fois, quand je pense à Silane. Mais dès que je repars dans ce plan d'âme, ben, je pleure pas. En plus, ouais, voilà. Et après, ben voilà, ça s'arrête. T'as l'histoire de l'autopsie, parce qu'elle m'a confirmé qu'il ne fallait pas d'autopsie. Donc la mission qu'elle m'a donnée là, enfin, cette injonction, elle est extrêmement intense. Et là, on arrête les machines, et 10 minutes après, t'as l'inspecteur qui arrive avec les formulaires de faire remplir. Alors lui, il était déjà acquis, il m'a dit, madame, on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait, vous avez fait tout ce que vous pouvez. Mais je ne peux rien vous garantir, tu vois. Et après, j'ai un commissaire qui arrive, qui est un vrai Rambo, qui est dans sa fonction, purement, et qui me dit « Bonjour madame », en regardant le commissaire, sans regarder Silane qui était en face dans le lit, et qui vient chercher le formulaire, et qui sort de la pièce, pas en courant, mais pour aller chercher le rapport des médecins, tu vois. Et il devait téléphoner au procureur. Et là, ben, de nouveau, il faut toucher cet homme dans le cœur, tu vois. Et c'est là qu'il faut rester digne, tu vois. C'est vraiment ça, c'est de rester présent, c'est de marcher son chemin de vérité, c'est de mettre des mots vrais sur ce qu'on vit, c'est de parler avec le cœur de son enfant, tu vois, pour toucher l'autre dans le cœur. Sinon, il reste dans sa fonction. Et là, j'ai réussi de nouveau, tu vois, et je lui ai même pris la main en lui demandant « Est-ce que vous pouvez m'entendre ?» Tu vois, vraiment pour être sûr qu'il m'entende. Et au bout de 5 minutes, ben, il m'a dit « Madame, je vais faire mon possible. » Puis de nouveau, tu vois, tu as quelque chose qui se transforme. Et après, ben, le procureur, il a renoncé à l'autopsie, tu vois. Mais j'ai dû accepter un examen externe quand même, et puis une analyse toxicologique. Et voilà, et donc tu vois, t'es précipité dans des chocs où tu dois chaque fois te réaligner, chaque fois rester debout, chaque fois rester digne, chaque fois pas perdre pied, pour voir clair dans tout ça, tu vois, voir clair, prendre les bonnes décisions. Quelles ont été et quelles sont tes ressources aujourd'hui que tu as envie de partager à ceux qui t'écoutent pour traverser ce genre d'épreuve Ben, les de ressources, la manière la plus positive possible? ouais, ben, je pense qu'une ressource, tu vois, moi, dès que Silane, elle a fait la première fois sa tentative de suicide, je me suis tout de suite intéressée à la mort. Je m'intéressais déjà, mais j'ai approfondi ma compréhension de la mort en tant que phénomène, j'ai approfondi ma compréhension de tout ce qui se passe dans l'au-delà. Et il y a énormément d'études qui sont faites actuellement, justement, pour déjà savoir que la mort physique n'est pas une fin en soi. Parce que ça, c'est pas concevable. Si les parents, ils n'ont pas, ils ont pas de croyance, ils croient en rien du tout, et ils pensent que c'est la fin, mais comment tu survis à ça? Je sais pas. À part avec des cachets et puis de devenir un zombie, tu vois. Et donc, ça a été une ressource, tu vois. La foi, donc La foi. l'appel de la transcendance. Ouais, l'appel de la Pas transmutation. dans le sens religieux du Non, terme, non, mais non, dans pas le du tout. sens, Pas du tout, du tout, parce que la religion, elle est loin de comprendre tout ça. D'abord, la religion, elle pense que celui qui se suicide, il va en enfer, quoi. C'est Tu vois, ça. c'est déjà une croyance complètement débile. Et là, moi, j'ai vraiment vu que ma fille, elle est partie, tu vois. J'ai vu sur son expression, j'ai senti qu'elle n'était plus là, parce que j'étais souvent confrontée à la mort. Je sais quand l'être, il est là ou pas là, tu vois. Est-ce qu'on peut dire qu'une manière d'accompagner cette âme vers son chemin de lumière, c'est justement d'arriver à transformer ses larmes en un sourire? Joie, c'est un petit peu un grand mot, mais en quelque chose d'accepter, de réconcilier dans cet acte pour que ce qui t'habite au niveau de tes émotions, dans leur, entre guillemets, légèreté, puisse porter cette âme au ciel. Mais tu sais, Isabelle, on n'est rien, on n'est personne pour penser qu'on peut accompagner de l'autre côté. Alors à l'inverse, est-ce qu'on ne retient pas une âme par notre chagrin? Mais carrément, justement. Ah. Mais ce que vraiment j'ai compris, en tout cas, certaines familles d'âmes, il y a plusieurs familles d'âmes.
il y a plusieurs familles d'âmes, mais ces familles d'âmes-là, elles ont fait le sacrifice de venir s'incarner pour nous aider à vivre l'amour, la joie. Donc quand elle part, elle n'a pas besoin de nous, hein, crois-moi. Hein. Elle n'a pas besoin de nous. Hein. On est venu la chercher, tu vois. Donc elle n'a pas besoin de nous. Elle était tellement puissante, Silane, qu'elle est partie très rapidement. Elle n'avait pas besoin de notre aide. C'est plutôt nous qui avions besoin de son aide maintenant, tu vois. Et elle est partie pour poursuivre, pour aller au bout de sa mission terrestre, mais depuis là en haut, en nous aidant, nous, à aller plus vers l'amour, à faire attention à ce qu'on dit, à faire le chemin du pardon entre nous, tu vois. Elle nous a enseigné quelque chose là, tu vois, donc on n'est personne pour dire je vais l'accompagner, tu vois, oui. Donc tes ressources, c'est l'appel de la transcendance, enfin de croire à quelque chose de plus grand que le monde visible. Une autre ressource, je suppose que c'est ton amour pour les chevaux. Bah, une ressource aussi, c'est que les êtres qu'on aime, ils n'ont pas envie qu'on soit triste. Et d'ailleurs, c'est sous nos cultures qu'il y a tellement de drames autour de la mort, mais dans plein d'autres cultures, ils font la fête. Parce que tu vois, en fait, on s'émerveille devant un bébé en disant « Bienvenue sur Terre ». Mais pour l'âme, c'est la galère, elle rentre dans la 3D. Par un os comme ça, c'est horrible. Puis après, à l'autre bout de la vie, on pleure sur le cercueil en disant à la pauvre « Mais c'est la délivrance ». C'est la délivrance. L'âme, elle repart dans son plan. Tu vois, on est dans un monde inversé, là, tu vois. Puis ça, faut fréquenter cette question. Parce que j'ai vu qu'on peut comprendre des choses, hein, mais entre comprendre, s'approprier, intégrer ça, c'est des montagnes, tu vois. Mais quand une chose comme ça t'arrive, je t'assure, hein, Isabelle, toutes les théories ésotériques, philosophiques, religieuses, tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est du bullshit. Parce que là, on est en face du réel, de quelque chose d'inconcevable. Tu vois. Après, on revient, on sélectionne plus finement les choses, on a reçu des infos, on a vécu une expérience réelle, et puis on est plus autonome, même spirituellement, tu vois. On est plus autonome après. Alors Arlette, je sais que si tu vis encore aujourd'hui, c'est bien sûr pour tes enfants, mais aussi pour ton amour pour les chevaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce rapport extraordinaire que tu as aux chevaux, ce que tu fais de cette complicité dans l'aidance à autrui, et comment aujourd'hui ces chevaux t'accompagnent dans ton deuil? Ben, tu sais, les chevaux, ils ont influencé le destin de l'humain depuis toujours, hein, mais vraiment influencé concrètement, tu vois. Ils ont aidé à repousser des frontières, ils ont transmis les messages des prophètes, ils ont fait la guerre, etc. Bon, je ne veux pas refaire l'histoire du cheval, tout le monde la connaît, mais moi, ce que j'ai étudié depuis 50 ans, c'est le rôle du cheval dans cette période-là maintenant, au XXIe siècle, dans cette période un peu de chaos ou d'apocalypse, pour ceux qui sont chrétiens, qui pensent à l'apocalypse. Et en fait, le rôle du cheval aujourd'hui, c'est d'aider l'être humain, d'accompagner l'être humain à s'affranchir des effets de la peur, pour aller recontacter sa propre souveraineté, pour pouvoir se tenir debout face à l'adversité avec un esprit vif, clair, critique, tu vois. Et ça, c'est le rôle des chevaux aujourd'hui. Alors eux, ils m'ont enseigné pendant 50 ans comment accompagner les gens dans ce processus-là, tu vois.
Parce qu'ils sont plus forts que nous, imprévisibles et potentiellement incontrôlables. Donc la peur s'élève facilement avec le cheval, tu vois. Donc il y a tout un protocole à vivre pour que les gens puissent faire l'expérience d'avoir la capacité de transmuter l'effet de la peur. Pas ne plus avoir peur, transmuter l'effet, parce que c'est l'effet qui est destructeur, c'est pas la peur elle-même, tu vois. Et les chevaux aujourd'hui, ils ont un rayonnement cardiaque qui est 9 fois plus vaste que celui de l'être humain. Et en fait, quand on instille la peur avec des mauvaises nouvelles, avec des choses pas tout à fait exactes dans plein de domaines, on provoque, ça s'appelle l'ingénierie sociale, tu vois, ils provoquent des décharges de cortisol en permanence qui sont produites par le cerveau reptilien, et quand on est sous cortisol, le cerveau néocortex préfrontal, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'on doit être dans la fuite, l'attaque ou faire le mort, tu vois. Donc, tant qu'on est sous cortisol, la cohérence cardiaque, elle est altérée, et quand la cohérence cardiaque est altérée, la cohérence cérébrale est altérée. Et quand ça, c'est altéré, les deux choses, la confusion mentale, elle est au rendez-vous. Et alors, une fois que la confusion mentale est là, on est facilement contrôlable, parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas, tu vois. Donc, on est facilement contrôlable. Et en fait, le cheval, un des aspects hautement guérissants du cheval, c'est qu'ils ont découvert par des expériences en neurosciences avec des électrocardiogrammes que quand on place une personne près d'un cheval qui est bien soigné, bien traité, bien sûr, pas qui est sous stress, eh bien, le rayonnement de son cœur va rétablir la cohérence cérébrale chez le cheval. Et ça m'a beaucoup frappé pendant le Covid, qu'on était dans cette folie complètement surréaliste, que quand j'arrivais dans le champ énergétique de mon cheval, j'étais immédiatement apaisée. Immédiatement, tu vois. Là, j'ai vraiment pris la mesure de l'aspect guérissant, de la simple présence du cheval, sans encore avoir été faire un travail avec lui, tu vois. Et donc, voilà, pour moi, c'est évidemment une ressource, parce que... Mais tu vois, c'est ça qui est terrible aussi, hein, c'est que j'accompagne 3000 personnes dans ma carrière à transformer. Et puis, je suis dans la capacité d'aider ma fille, tu vois. C'est un truc terrible, ça. On arrive gentiment au terme de ce témoignage. Est-ce que tu as envie de communiquer, de partager un message d'espoir à l'attention de tous ceux qui t'écoutent? Pour moi, c'est un peu tôt de donner un message d'espoir, tu vois, parce que je peine des fois avec quand même cette épreuve, tu vois. Tu peines à garder l'espoir pour l'humanité entière. Parce que quand je vois ce qui se passe, bon, on peut se questionner, tu vois. Donc, je ne vais pas donner un message d'espoir bisounours. Je vais juste dire que moi, j'ai décidé de tenir le flambeau de la joie et de l'amour pour pas perdre le souvenir de ce que c'est que d'être humain. Et puis, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que si on est sensible à tout ça et qu'on veut sortir de cette matrice, il faut s'entraider. Il faut être ensemble, tu vois. Et là, par exemple, on va organiser, je pense le printemps prochain, parce qu'avant ce sera un peu compliqué, une marche mondiale des chevaux pour un pardon mondial. Parce que je ne crois pas que la paix peut être s'il n'y a pas un pardon. Et personne ne parle du pardon, et là les chevaux, on va faire une marche mondiale des chevaux pour un pardon mondial. Parce que c'est des êtres qui pardonnent aussi. Et je peux affirmer que tu parles en connaissance de cause, puisque hors cet entretien, tu m'as confié dans une sincérité totale que tu avais pardonné l'agresseur de ta fille. Bien sûr. Et que tu essaies de pratiquer, et que tu pratiques le pardon au quotidien, bien même sûr. dans ce qui est bien sûr. impardonnable. Bien sûr, parce que c'est inacceptable, mais comme je dis toujours, ce jeune, quand il est né, il n'était pas un criminel. On n'est pas un criminel, on commet des actes criminels, mais on n'est pas un criminel. Tu fais la séparation entre les comportements et complètement, mais évidemment. J'ai eu à travailler avec des détenus de Chandelon
qui avait fait des choses très graves. J'ai vu que l'humanité, c'est plus complexe qu'on croit, tu vois. On dit que pardonner, c'est retirer à l'autre tout pouvoir de nous nuire encore. Il y a ça, et on pardonne pour trouver la paix en soi, parce que la haine, la vengeance, la rancune, c'est la ruine de l'âme humaine. Si tu descends dans cette fréquence, bah, t'es pas mieux que celui qui a nui, tu vois. Donc. Et puis, je pense que parfois, il faut donner une chance à ces jeunes aussi, tu vois. Parce qu'il peut aussi devenir quelqu'un de très aidant. Ou pas, mais si je lui donne pas cette chance. Et il n'est pas responsable de ce qu'elle a vécu, parce que c'est pas lui qui l'a... Tu vois, son père est parti, elle avait 11 ans. Son père de cœur est parti en 2012, c'était pas lui qui l'a abandonné, tu vois. Mais voilà, donc c'est collectif, tu vois, c'est un truc collectif, tout ça. Arlette, tu regardes maintenant devant toi. Mm. Qu'est-ce que tu vois? Ben, devant, je vois rien. Je vois qu'il fallait que je fasse cet entretien avec toi pour peut-être aider des parents, soutenir des parents qui traversent ça. Et ce que je vois devant moi, ben, je ne sais pas ce que je vois devant moi. Je vois... Qu'est-ce que tu aimerais voir alors si tu me Qu'est-ce vois que j'aimerais voir un livre, je vais écrire un livre, bien sûr. Retrouver mes chevaux. Et faire ce que Silan me dira de faire. Je vais être son porte-parole. Parce qu'on est assez proches l'une de l'autre. Je te remercie beaucoup, Arlette, Merci Isabelle. de ce partage à cœur ouvert, dans une générosité, une authenticité totale. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste encore adresser un remerciement à... J'ai beaucoup de monde à remercier. Je remercie d'ailleurs tout le monde. Mais j'aimerais remercier ma fille Céline, qui a souffert aussi, qui souffre encore, mais qui se tient courageusement et qui surtout m'a respectée, même qu'on n'était pas toujours d'accord. Elle m'a offert vraiment dans les yeux, elle m'a dit « Maman, on n'est pas toujours d'accord, mais sache que je respecterai chacune de tes décisions. » Ça, c'est énorme, parce que si j'avais dû être en tension avec elle dans certaines décisions que je devais prendre, ça aurait été impossible pour moi, tu vois. Donc, j'adresse ce remerciement à ma fille Céline.